Bonjour, aujourd'hui, mon thème est l'amour. Je vais vous parler de l'amour en regardant sous l'angle de la pyramide de Robert Sternberg. Et à celle-ci, je vais intégrer la vision que je perçois de la théorie de l'autodétermination qui entre bien dans l'autre théorie. Et je vais pouvoir faire également des liens avec la nature et avec la pyramide des besoins de Maslow. Donc, c'est sous ces angles que je vais aborder le thème de l'amour aujourd'hui. Mais je vais commencer quand même par te parler du Big Five des traits de personnalité parce que l'amour sans reconnaissance des traits de personnalité de notre partenaire et sans la connaissance de soi-même d'ailleurs, de nos propres traits de personnalité, ça peut commencer difficilement. Disons qu'on peut faire des choix sans être tout à fait conscient de la personnalité de l'autre ou se connaître suffisamment pour prévenir des relations qui étaient plus difficiles à long terme. Donc, les traits de personnalité du Big Five, il y a 5 grands traits, c'est universel. Tous les individus possèdent ces traits-là à différents niveaux, mais c'est l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'amabilité et le neuroticisme qui est la stabilité émotionnelle. Donc, souvent, on entend que les gens vont tomber en amour d'une personnalité. Euh, Par exemple, une personne qui a un besoin de sécurité peut tomber en amour avec un autre individu et ne pas savoir exactement qu'est-ce qui l'attire, mais en réalité, ça répond à un besoin dans sa propre personnalité. Quelqu'un qui est insécure, qui a besoin de se sentir en sécurité, peut avoir tendance à choisir un individu qui est consciencieux, qui veille à ce que les choses se passent bien, qui est dans un environnement qui est plutôt sécuritaire. Euh, Ça peut être aussi une question de sa routine de vie, son hygiène de vie, ou quelqu'un qui a des allants de neuroticisme qui sont suffisamment protecteurs quand c'est pas au niveau du trait de conscienciosité. Donc, ça, c'est un exemple d'une personne qui peut avoir une tendance à choisir un partenaire protecteur avec des traits de conscienciosité élevés pour répondre à un besoin de sécurité, de sentiment de sécurité. Euh, une autre personne peut avoir tendance à choisir une personne qui est souvent d'accord avec elle, qui a un haut niveau de traits d'agréabilité. Et donc, choisir des partenaires avec un haut niveau d'agréabilité parce que, par exemple, c'est une personne qui elle-même aime aider les autres, être attentionnée, que son partenaire soit aussi avec des valeurs partagées. Parce que, comme on sait, s'appuyer sur des valeurs, c'est un bon, euh, un bon, une bonne indice de, de complicité. Les traits de personnalité, on peut pas y échapper. Dans l'amour, c'est évident que si on n'aime pas les traits de personnalité de l'autre personne, l'amour ne peut pas être possible. Donc, les traits de personnalité, comme nous permettent de se connaître et de connaître davantage les autres à travers ceux du Big Five, par exemple, euh, vont nous aider dans des choix de partenaires ou de recherche de partenaires et vont nous aider durant notre couple à mieux se comprendre et à mieux comprendre les dynamiques et les patterns dans le couple. Mais si la personne est célibataire et qu'elle se connaît, qu'elle connaît ses traits et qu'elle sait ses tendances, elle va pouvoir choisir ou aller à la recherche d'un partenaire qui a des traits de personnalité qui vont être bien alignés avec les siens. Évidemment, parfois, de toute façon, c'est jamais parfait, il n'y a rien de parfait dans la vie. Euh, Parfois, ça va demander des défis, mais au moins on comprend pourquoi on a certains défis et comment travailler dessus.
et qu'est-ce qui fait en sorte que c'est plus difficile ou sur quoi s'appuyer pour pouvoir justement travailler sur ça avec d'autres traits à mettre à profit pour relever ces défis-là en particulier. Je donne un exemple, par exemple, l'ouverture et l'extraversion. Quelqu'un qui est introverti, mais qui a un haut niveau d'ouverture, on va pouvoir travailler sur une situation en faisant appel à des traits qui peuvent venir aider. Là où certains autres vont augmenter le défi. Donc, les traits de personnalité peuvent être explicatifs de l'intérêt porté à un individu et aussi aux patterns qui peuvent se présenter sur le type de relation qu'on a tendance à choisir ou qu'on aurait tendance, on aurait avantage par contre à choisir. Quelqu'un qui rencontre toujours le même type de personnalité ou est à la recherche toujours des mêmes traits de personnalité peut avoir des histoires qui se répètent parce que la personne n'a pas perçu que ce type de personnalité-là, avec elle, c'est plus difficile. Donc, quand on part de zéro, puis qu'on n'est pas déjà en amour avec quelqu'un, ça peut être un bon indicateur de savoir quel type de personnalité qu'on a envie de rencontrer, qu'on a envie de rechercher. Donc, voilà, je ne vais pas m'attarder toute la vidéo sur les traits de personnalité, mais ça peut avoir un bon impact. Par exemple, l'extraversion. Est-ce qu'on est quelqu'un qui est très, très introverti et pour qui l'extraversion, c'est quelque chose, parce que ça peut être ça, là. La personne, elle peut être très introvertie et avoir envie de développer son extraversion, développer son leadership, etc., et être avec quelqu'un qui l'est davantage, puis ça va l'aider à l'attirer par devant. Par exemple, quand on dit, il y a des gens des personnalités qui nous tirent par en avant. Donc, pour commencer, je vais vous parler des traits du Big Five. Parce que, comme on sait en amour, souvent on tombe en amour avec une personnalité. Quelqu'un de charismatique, de charmant, quelqu'un qui nous rappelle un personnage ou quelqu'un qui a des traits de personnalité en lien avec un archétype qui nous intéresse ou un type d'activité, en fait, qu'on relie à un archétype. Comme vous savez, les archétypes sont des, c'est des personnages que la plupart des gens vont associer à une image. Par exemple, on pourrait penser à l'aide-soignant. On pourrait penser au héros. On pourrait penser au magicien, euh, au sage, à l'enseignant. C'est des archétypes. Les archétypes vont souvent être un profil de personnalité qui peut intéresser des profils similaires ou différents, mais qui vont être parfois dans des tendances de partenaires. Quelqu'un peut avoir tendance à avoir comme partenaire des proches aidants, des infirmiers, médecins, enseignants, des gens qui vont être au service, en fait, de d'autres humains. Puis, il y a des gens qui vont avoir tendance à faire des choix de partenaires en lien avec un certain archétype. Là, je les ai mélangés quand je vous les ai nommés, évidemment. L'enseignant est plus proche du sage et le proche aidant, du soignant, etc. Bon, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et donc, dans nos patterns, on peut avoir tendance à choisir certains archétypes. On peut avoir tendance à tomber en amour avec certaines personnalités. Je vous parle des traits du Big Five parce que je pense que les traits du Big Five et les archétypes peuvent évidemment refléter une cohérence évidente.
Par exemple, quelqu'un qui est très ouvert à l'aventure, ouvert à l'exploration, etc. Euh, on va retrouver ça habituellement sur quelqu'un qui a un niveau d'ouverture suffisant pour pouvoir supporter l'archétype euh, à laquelle il est représenté. Donc, les traits du Big Five vont nous aider à se connaître soi-même et à connaître les autres et à connaître nos patterns et à faire des choix. On peut, donc je vais les nommer. Les 5 traits, c'est l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'amabilité et le neuroticisme, qui est la stabilité émotionnelle. Quand on connaît nos 5 traits, on sait que on se connaît davantage, puis on a davantage de connaissances pour pouvoir faire des choix de partenaires ou d'amitié, partout où il y a des choix possibles, en fonction, en particulier, de la connaissance de ces traits-là. Évidemment, la beauté dans la différence. C'est pas l'idée, c'est pas de rechercher des gens pareils comme nous, mais dans certaines activités, ça peut être intéressant. Dans d'autres, évidemment, on s'élargit de connaissances et on s'enrichit avec la différence. Mais quand on connaît les traits, c'est beaucoup plus, c'est des choix beaucoup plus judicieux qu'on peut porter. Moi, ça fait pas de nombreuses années que je connais les traits de personnalité du Big Five, donc je peux pas dire que ça m'a été euh, que ça a été dans mon processus exact de choix de partenaire. Par contre, maintenant que j'ai la connaissance, je me dis j'aurais bien aimé avoir des outils pour faire de meilleurs choix euh, à certaines périodes de ma vie, par exemple. Bon. Euh, Pas nécessairement, mais au moins comprendre euh, qu'est-ce qui a rendu certaines choses plus difficiles. Donc, je vais commencer par parler de ça parce que, par exemple, quelqu'un qui a un besoin de sécurité, si la personne elle a un besoin de sécurité, elle sait, mais elle ne sait pas comment chercher un partenaire. À travers les traits de personnalité, ça prend vraiment attention à cet aspect-là en particulier. Elle va avoir tendance à choisir une personne qui est plus consciencieuse. Si la personne, elle file, elle dit non, non, moi, mes partenaires, c'est quand j'ai des papillons dans le ventre, puis c'est ça qui me parle, puis c'est ça je réponds à ça, puis c'est tout. Mais ça se peut que ça réponde pas du tout à son profil de personnalité et à ses besoins fondamentaux. J'en fais le lien parce que dans la pyramide de Maslow, le besoin de sécurité, c'est bas dans la pyramide de Maslow. Donc, c'est important qu'à la base, on puisse y répondre. Donc, je vous invite à visiter, c'est au 2e niveau, le besoin de sécurité dans la pyramide de Maslow. Donc, la base, c'est nourriture, toit. Évidemment, il y a des gens qui vont dire, non, mais cette personne-là est avec cette personne-là parce que ça lui permet d'avoir un toit. Mais je m'excuse, mais ça fait partie des besoins fondamentaux, avoir un toit. C'est normal de choisir une personne en fonction d'être capable de s'abriter, de répondre à ses besoins ou de pouvoir continuer à y répondre. Donc, oui, quand on s'aime, on fait des choix pour répondre à nos besoins fondamentaux, entre autres. Je reviens là-dessus, mais je vais rester avec les traits. Donc, quelqu'un qui a un besoin de sécurité, qui va avoir avantage à choisir une personne qui est consciencieuse euh, pour, euh, pour ses qualités en lien avec la conscienciosité qui vont venir apaiser sa vie, dans le fond. Euh, parce que par rapport à sa tendance. On veut se donner des défis dans la vie, on n'est pas obligé de les augmenter. Euh, Quelqu'un, mais ça peut être des défis en choisissant des traits opposés, par exemple, quelqu'un qui est introverti et qui a envie de augmenter son extraversion et augmenter son leadership parce qu'on sait que le leadership est corrélé avec l'extraversion.
plus élevé. Donc, une personne qui est introvertie, mais qui a envie de développer son leadership et qui a envie de se faire challenger, peut choisir volontairement d'être avec quelqu'un qui est extraverti pour l'aider là-dedans. Parce que, voilà, c'est un exemple que je donne. Euh, il y a des, on peut tomber en amour avec des traits de personnalité sans que ce soit rationnel et réfléchi. Euh, Comme on dit souvent, l'amour, d'ailleurs, très, très souvent, l'amour est relié aux émotions et aux ressentis, aux papillons, mais on peut, euh, on peut porter le regard et l'attention sur qu'est-ce qui va nous nourrir. Euh, Par exemple, si on est moins ouvert, mais qu'on a envie d'augmenter notre ouverture, on va aller avec quelqu'un, on irait mieux avec quelqu'un qui est plus ouvert que soi pour que ça puisse nous tirer par en avant. Là, à chaque fois que je vous ai parlé des traits de personnalité, vous voyez que, selon ma vision, c'est encore une question de vision, vous en faites ce que vous voulez, mais avoir le sentiment de se faire tirer par en avant au niveau de la personnalité, c'est l'augmentation des traits, sauf en neuroticisme, là, ou sauf où ça peut être aussi en agréabilité, quelqu'un qui est très, très, très agréable ou hyper agréable peut avoir avantage à diminuer son niveau d'agréabilité, c'est autre chose. Mais je veux dire, quand on se sent tiré par en avant, challenger positivement, c'est souvent au niveau des traits de personnalité où on se fait mettre au défi de, de- d'augmenter notre se faire sortir de notre zone de confort. Quand on parle justement de sortir d'une zone de confort, c'est souvent directement relié avec nos traits de personnalité. Des fois, c'est situationnel, là, peu importe le trait de personnalité. Si on coupe tous les postes dans une entreprise, tout le monde va être challengé par ça c'est certain. Mais je veux dire, vous savez ce que je veux dire, là, au niveau de se faire sortir de notre zone de confort par rapport à nos patterns et nos tendances naturelles en lien avec notre personnalité. Donc, ça peut être l'inverse aussi. Tantôt, je parlais de l'intraversion, se faire challenger à être plus extraverti, mais une personne qui est très, très extravertie et qui a de la difficulté à, à garder le silence, qu'elle doit se pratiquer à laisser plus de temps de parole à l'autre, c'est un challenge aussi, là. Évidemment, l'idée, c'est pas de- d'écraser la personnalité, mais seulement d'être dans un bel équilibre dans l'échange relationnel et communicationnel. Donc, les traits de personnalité, je ne pouvais pas ne pas en parler en parlant d'amour parce que ça va venir vraiment teinter nos choix et la durabilité de notre relation. Euh, et c'est quelque chose qu'on peut observer et choisir au moins dans nos non négociables et dans ce qui est un grand avantage pour nous. On peut choisir au moins les grandes lignes de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas par rapport à des patterns qui peuvent être existants. Évidemment, tout le monde fait des choix et même si certaines tendances peuvent décider de travailler très fort sur un trait euh, à long terme et ça va leur prendre plus d'énergie, mais ils vont y réussir. Euh, mais à la base, on peut faire des choix conscients parce que il y a des choix, de toute façon, inconscients qu'on va faire parce que on répond à un besoin. Euh, voilà. La théorie de l'amour vrai de Robert Isenberg cherche à favoriser l'autonomie et la relation dans un but d'élévation. On voit à la base de la pyramide du triangle de cette théorie l'intimité, le besoin d'intimité. À l'autre extrémité de la base, on voit l'engagement. Et au top du
du triangle, de la pyramide, on voit la passion. C'est ce qui cherche à élever les individus dans la relation. L'intimité, quand on parle d'intimité, on parle de communication, on parle de complicité, on parle en fait de rapprochement, de connexion sincère, euh, d'ouverture, de sentiment d'être en relation, dans une relation qui est non violente. C'est important. Parce que s'il y a de la violence, c'est pas de l'amour vrai. Donc, dans l'intimité, on se sent en sécurité. OK? Et dans l'engagement dans la relation, c'est dans la durée. C'est dans la capacité d'être résilient et de relever des défis. Euh, c'est pas de partir là, quand il y a des problèmes. C'est de communiquer et de relever des défis, de surmonter des épreuves ensemble. C'est le but, en fait, de l'engagement, de pouvoir être vrai, de pouvoir être authentique avec l'autre, de se sentir vu, entendu et reçu. On ne se sent pas repoussé, évidemment. Là. On se sent entendu et on se sent dans une relation authentique, franche, basée sur la confiance. C'est parce qu'elle est basée sur la confiance qu'il peut y avoir engagement et durabilité. Donc, mais quand on a tout ça, quand on a l'intimité, quand on a l'engagement qui est dans la durée, on peut développer des passions. Les passions, ça demande des efforts, des passions communes, des objectifs communs et dans la relation, évidemment. Entretenir la flamme par l'écoute, par les intérêts stimulés. On comprend le besoin d'un, le besoin de l'autre. Et on avance. Le but dans la relation de l'amour vrai, c'est la durée, l'engagement, la résilience. C'est la reconnaissance, la communication, la connexion, la non-violence, les besoins répondus. L'amour vrai va chercher à ce que les besoins fondamentaux puissent être répondus ensemble. Ensemble. S'il y a une des deux personnes, par exemple, qui mange, l'autre ne mange pas, c'est pas équilibré, c'est pas de l'amour vrai, ça. Donc, chacun a, la pyramide de Maslow est individuelle. Chacun a sa propre pyramide de Maslow. Mais chacun dans sa vie, étant conjoint et complice, doit pouvoir augmenter dans sa pyramide de Maslow et répondre à ses besoins et maintenir ses besoins. Donc, par exemple, si on parle d'amitié, c'est un besoin fondamental, l'affiliation et de se sentir connecté avec les autres. Si une des deux personnes dans le couple ne peut plus voir ses amis, se sent isolée, se sent coupée de tout le monde, à ce moment-là, il y a un besoin fondamental qui n'est pas répondu parce que l'autre personne empêche l'individu de pouvoir augmenter dans la répondance de ses besoins fondamentaux de la pyramide de Maslow, qui sont universels en réalité. Donc, le besoin d'appartenance, le besoin d'avoir son groupe d'amis, d'avoir sa famille, de se sentir soutenu par sa famille. Tout ça, en fait, c'est possible. La personne, elle doit avoir l'autonomie. Dans les besoins fondamentaux de la motivation,
il y a l'autonomie, la compétence et la relation, la filiation. Dans les besoins de Maslow, on les retrouve là. L'autonomie fait partie, en fait, des besoins fondamentaux, la compétence également et la filiation. On retrouve ces besoins-là dans les besoins de Maslow, les besoins des CRIA en réalité. Vous voyez, tantôt je faisais le lien entre ces besoins-là et euh, la théorie de l'amour vrai. Et maintenant, je suis en train de faire le lien avec la pyramide de Maslow. Donc, on peut voir à quel point sont importants ces trois-là. La personne, c'est les autonome. Autonome. La personne a une responsabilité dans son autonomie. C'est-à-dire, OK, elle a l'autonomie, la capacité, les compétences pour entrer en contact avec les autres et faire ses propres choix. Elle doit se responsabiliser et se donner le courage de prendre ses décisions pour maintenir sa part dans cette pyramide de Maslow et c'est de l'autocompassion. Je parle de l'autocompassion parce que si on s'en remet entièrement à une autre personne, puis qu'on se dit ah non, c'est de la faute de l'autre, ou qu'une famille ou des amis se disent ah ben non, c'est de sa faute. Non, non. Dans une relation, c'est chacun doit avoir sa part de responsabilité là-dedans. Donc, quand on cède notre autonomie, à la base. On est autonome, là. On est, les humains sont tous résilients. Dans ce sens-là, on doit pouvoir être capable de répondre à nos besoins ou d'aller vers ça. C'est l'objectif. L'objectif étant de développer son autonomie pour répondre à ses besoins de base. C'est-à-dire s'assurer qu'on est avec quelqu'un qui nous permet qui nous permet parce que l'amour forcé, c'est pas de l'amour, hein. De l'amour dans la liberté, c'est possible d'aimer. Mais quand c'est forcé, ça tue l'amour. La violence ou l'autorité sur l'autre, c'est un tue-amour. Donc, quand on a la liberté de pouvoir contribuer à ses besoins de base, c'est un bon indicateur. Donc, c'est ça. Je m'appuie sur ces théories-là pour donner quand même des indices à des gens qui peut-être, à la base, même moi-même, quand j'étais plus jeune, c'était j'avais pas en fait ces outils-là de réflexion pour pouvoir réfléchir à comment j'étais, comment l'autre et sur quoi je peux m'aligner mes réflexions exactement autre que mon ressenti, mes papillons dans le ventre. Donc, on peut quand même, c'est correct, là, les papillons dans le ventre, mais à partir de ce moment-là, on peut se poser les bonnes questions. Oui, je ressens ça, et là, je peux me poser les bonnes questions. C'est quand même universel de, de chercher l'autonomie, la compétence et l'affiliation. C'est universel et c'est fondamental. Donc, on les revoit les uns avec les autres, puis je vais faire ces liens-là. Aussi, on peut faire le lien avec l'inspiration de la nature. La passion, c'est différent de l'intimité. Et on peut penser encore à nos traits de personnalité du Big Five. J'y reviens parce que chaque individu possède les 5 traits du Big Five. Donc, il n'y a personne qui ne possède pas l'un des 5 traits du Big Five. Je les répète juste pour se mettre en contexte. C'est l'ouverture, la conscienciosité, l'extraversion, l'amabilité et la stabilité émotionnelle. La conscience, le neurotisme. Donc, l'intimité,
va venir solliciter certains traits de personnalité plus que d'autres, différents traits que la passion. Parce que c'est la confiance, la vulnérabilité, comme je le disais, c'est l'écoute, c'est se sentir en sécurité, euh, c'est la connexion profonde. Je faisais tous les liens aussi avec les besoins de la pyramide de Maslow. Vous voyez? Pour revenir au trait de personnalité, quel trait de personnalité va favoriser l'intimité? Moi, je peux vous en parler de façon large, mais parce qu'on les possède tous, euh, puis chacun des individus à des différents niveaux. OK? Mais ça peut nous aider à comprendre pourquoi avec certaines personnes, ça connecte mieux qu'avec d'autres, pourquoi c'est plus difficile ou pas, selon notre propre personnalité et l'interrelation. Parce que euh, même si pour tous, l'intimité, c'est se vulnérabiliser et que chacun va trouver à se connecter avec la personne qui, avec qui ça va passer, tout ça. Euh, mais c'est des interrelations, c'est des connexions à propos, à propos de passions partagées, à propos d'intérêts, de valeurs, euh, d'action portée sur, d'attention portée, par exemple, sur la même action, comme quelqu'un qui est très, très généreux euh, et qui a besoin d'avoir dans sa vie quelqu'un qui est très généreux aussi, par exemple. Mais bon, pour revenir au trait qui favorise l'intimité, ben d'abord, il y a la capacité d'écoute, il y a la capacité de collaborer, il y a la capacité d'être agréable avec la personne, d'être empathique, euh, d'être consciencieux aussi, parce qu'on doit se sentir en sécurité pour se sentir connecté. On doit être dans une ouverture suffisante pour ne pas se sentir étouffé. Euh, par rapport à la stabilité émotionnelle, est-ce que l'environnement est suffisamment euh, stable émotionnellement pour que je puisse me connecter, me sentir en sécurité émotionnellement parlant et être connecté dans cette relation-là? Parce qu'il y a des gens qui peuvent être très, très bien avec leur extraversion et leur tempérament. Euh, mais ça peut être différemment reçu d'une personne à l'autre pour ce qui est de l'intimité ou de la confiance. Des fois, le match est parfait, là. Par contre, au niveau de la confiance, si la personne ne se sent pas confiante parce que elle découvre, par exemple, que chez l'autre individu, il y a beaucoup de baratinage ou, je sais pas, moi, dans l'observation, on peut observer une personne agir avec les autres puis se dire, ah, tu vois, il agit d'une certaine façon ou elle agit d'une certaine façon avec moi, mais avec les autres, elle agit d'une autre façon. Et ça rend la situation ambiguë. La confiance est différente. Puis, dans la théorie de l'amour, la passion, c'est l'élan vital. C'est souvent en lien avec l'attraction physique, mais pas seulement. Avec la dopamine, la sérotonine, l'oxytocine, l'euphorie. C'est relié souvent au contact physique. C'est par la passion qu'on a le sentiment de vouloir l'autre. On dit je te veux, je te prendrai tout de suite. C'est le besoin de fusion avec l'autre, en réalité. La passion, c'est quand tu as envie de l'autre, tu veux être avec l'autre,
c'est beaucoup dans le ressenti parce qu'il y a beaucoup d'hormones en lien avec la passion. C'est un besoin qu'on retrouve également dans la pyramide de Maslow. C'est à la base, d'ailleurs, de la pyramide de Maslow. Et c'est ce qui permet la reproduction par cette activité, la vie. C'est l'élan de vie parce que ça permet la vie. L'humanité s'est construite comme ça. Donc, la passion, c'est l'élan vital. Et la sécrétion de ces hormones contribue à cet élan. C'est un besoin fondamental. C'est un besoin physique et c'est un besoin psychologique aussi, parce que ça fait partie de l'amour vrai. Dans l'amour vrai, pour répéter ce que je disais, mais j'y reviens quand même, parce que quand il y a un des trois aspects qui n'est pas présent, c'est moins stable. D'accord? Donc, oui, c'est possible. Des fois, il y a des gens qui vont avoir, il peut y avoir des situations de maladie ou autres qui font en sorte qu'il y a un des aspects qui n'est pas présent dans l'amour. C'est un amour plutôt platonique. Mais on comprend que l'humanité, elle s'est construite à travers des faits qui contribuent à l'humanité et à répondre à des besoins humains fondamentaux. L'engagement, comme je disais, c'est dans la durée. C'est être résilient, relever des défis, affronter des défis, surmonter des épreuves ensemble, faire le chemin, puis apprendre de nos erreurs, évoluer ensemble, individuellement aussi, et ensemble. Ce qui fait qu'un couple dure, évidemment, il y a le respect, la confiance, puis l'admiration. Il y a différentes choses qui font qu'un couple va durer. Pas une réponse parfaite pour ça, parce qu'il n'y a pas une histoire pareille. À la base, si on comprend que dans les besoins fondamentaux, il y a la passion, il y a l'intimité. Si on comprend que l'épanouissement personnel, c'est un besoin fondamental dans la pyramide de Maslow. Si on comprend que l'autonomie, le sentiment de compétence, d'affiliation, c'est des besoins motivationnels fondamentaux. On sait que ça a un impact sur la passion. Se sentir affilié dans son amour, c'est quand même important. Là. On se sent affilié avec qui? Au niveau de notre besoin. Avec la personne qu'on aime. On aimerait se sentir affilié fondamentalement avec la personne qu'on aime. Mais oui, l'amour, c'est un plus. Donc, pour nourrir l'amour, les besoins doivent être répondus à l'intérieur de l'amour. Donc, c'était une façon d'aborder le sujet de l'amour vrai, vu à travers la théorie de l'amour vrai de Robert Sternberg. J'ai rien inventé. De la théorie de l'autodétermination de Deci et Ryan, aussi à travers des inspirations de la nature. On a vu également certains traits du Big Five et on pourra en parler très, très longtemps. De même que la pyramide des besoins de Maslow que j'ai survolé rapidement. J'aurais pu le faire de façon plus approfondie, mais je vais y revenir de toute façon dans d'autres contextes. C'était pour parler du sujet d'une façon nouvelle, en faisant différents liens
et pour faire réfléchir nos modes de fonctionnement, nos modes de pensée, ce qui nous interpelle chez l'autre, ce qui est important pour soi, c'est quoi non négociables, vers quoi on pourrait regarder pour faire des liens avec nos besoins réels et se donner des chances que dans la durée, nos rencontres soient nourrissantes. C'est aussi des sujets qui peuvent être abordés en couple quand on connaît nos traits, par exemple, nos différents traits et nos besoins. On peut penser ensemble à qu'est-ce qui nourrit la relation, qu'est-ce qui contribue à, à aider dans différents aspects. Par exemple, au niveau de l'extraversion, qu'est-ce qui contribue au niveau de l'extraversion dans mon couple? Qu'est-ce qui aide? Sur quoi j'aurais avantage à travailler à ce niveau-là? Mon agréabilité en lien avec mon conjoint et son trait d'agréabilité à lui-même. À quel niveau on se rejoint le plus? À quel niveau on pourrait travailler? Est-ce qu'il y a certains traits qui me réconfortent? Est-ce qu'il y a certains traits que, ah oui, c'est ça qui m'avait attiré? J'avais pas remarqué de cette façon-là parce que j'avais remarqué certains comportements, mais j'avais pas relié ça avec une tendance réelle dans sa personnalité. Parce que des fois, on observe en surface, mais on ne pense pas nécessairement en profondeur. Est-ce qu'il y a un archétype en particulier? J'ai-tu des patterns? Est-ce que moi-même, j'en ai un? Deux? Peut-être trois? Lequel ressort à ses yeux? L'amour vrai, c'est la passion, l'intimité et l'engagement, selon cette théorie. Adam, si je fais le lien avec les autres théories que j'ai apportées, s'emboîtent bien les unes dans l'autre. On peut les unir, puis il n'y a pas de contradiction. Je vais revenir sur le sujet de l'amour, mais pour aborder avec d'autres théories et d'autres aspects de nos traits de personnalité, d'autres angles, parce que j'aime ça faire des liens. Et j'aimerais ça que vous me disiez, en fait, ce qui vous a parlé le plus dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous avez le plus aimé? En quoi vous êtes capable de retirer une information à aller explorer? Et quel aspect de ces liens vous interpelle le plus? Vous pouvez répondre en commentaire ou m'envoyer un message, mais j'apprécierais beaucoup votre feedback. Merci, au revoir.